Bonjour, alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis devant ce type de paysage. Parce qu'en fait, nous avons étudié les fossiles et que les fossiles sont des éléments que l'on retrouvait plus facilement dans des paysages qui ressemblent à ceci, c'est-à-dire des roches qui ont été mises à nu par l'érosion et il ne restait que les fossiles qui étaient plus faciles à trouver. Bien évidemment, après on peut en chercher un peu partout. Donc nous avions vu que ces fossiles, en étudiant différents exemples, comme ceux que je vous montre là, peuvent être soit très différents des êtres vivants actuels, comme les trilobites, effectivement, qui sont des animaux qui aujourd'hui ont disparu, mais peuvent aussi ressembler à des êtres vivants actuels, comme les mammouths. Et effectivement, alors là on avait une illustration, on n'avait pas de fossiles de mammouths, comme c'est le cas ici. Des animaux donc qui peuvent ressembler à des êtres vivants actuels, même s'ils ont quelques différences morphologiques. Et c'est grâce à ça que nous avons pu comprendre que l'étude des fossiles nous permet de mieux comprendre la vie actuelle et de comprendre notamment qu'ils pouvaient avoir un ancêtre commun. Oui, souvenez-vous, on en avait parlé lorsqu'on avait vu la cellule lors du cours précédent. Alors justement, en parlant de cours, vous notez à la suite de la leçon, grand 3, en rouge, la morphologie des êtres vivants a changé au cours du temps, point, sautez une ligne en bleu. Il est possible d'observer des fossiles, virgule, qui sont des traces d'anciens êtres vivants datant pour certains de plusieurs centaines de millions d'années. Point à la ligne. Certains fossiles sont très proches d'êtres vivants actuels, alors que d'autres sont totalement différents. Point à la ligne. Ils apportent la preuve que la morphologie des êtres vivants a changé au cours du temps. Point. Sautez une ligne, définition à la ligne. Morphologie, deux points. Forme, virgule, apparence extérieure liée à un caractère physique, entre parenthèses, par exemple le nombre de pattes ou la présence d'ailes, fermez la parenthèse, point, à la ligne, fossile de point, roche qui a pris la forme d'un être vivant qui était présent dans ses constituants lors de sa formation, point. Vous l'aurez compris, les fossiles sont la preuve que la morphologie des êtres vivants a changé au cours des temps géologiques. Effectivement, cette forme, ces formes, ont pu évoluer, c'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'évolution des espèces. Vous commencez à l'étudier en 6e, mais vous verrez cette notion jusqu'à la fin de 3e en approfondissant et en ajoutant des éléments à chaque fois. Alors pour bien comprendre cette notion d'évolution des espèces, de changement de morphologie, on peut commencer aujourd'hui par l'étude de celui qui est entre guillemets le père de cette théorie, c'est-à-dire Charles Darwin. Alors vous allez voir une petite vidéo, qu'on voit en miniature ici, qui va vous permettre de comprendre comment Charles Darwin est arrivé à cette idée, à cette théorie de l'évolution, et comment il a apporté des preuves scientifiques de ces idées. Alors pour bien comprendre la vidéo, vous allez répondre à quelques questions. Ah oui, alors les questions, je ne vais pas les mettre par écrit, parce que sinon, ceux qui vont en accéléré vont faire une pause, puis après ils vont voir qu'il y a des questions. Non, alors je préfère vous les dire à l'oral. Hein, c'est plus simple, et puis comme ça, ceux qui répondront vont vraiment mériter le A sur la validation de leurs compétences de travail sérieux et d'implication dans la réussite personnelle. Donc, première question, et vous pourrez y répondre à l'aide de cette image dans la vidéo, est-ce que tous les fossiles ont le même âge? Deuxième question, toujours en vous aidant dans cette image, vous voyez que j'ai rajouté des légendes. Quel fossile est apparu le premier, ou quels fossiles sont apparus les premiers? Quel fossile est apparu le plus longtemps? Et dernière question, quel fossile est apparu en dernier? Alors vous voyez qu'il y a des chiffres, il suffira d'utiliser les chiffres 1, 2 ou 3. Vous pouvez, si vous le voulez, ce n'est pas une obligation, essayer de répondre à cette question sous forme d'un tableau. Et dernière question, plutôt vers la fin du film évidemment, est-ce que le phénomène de fossilisation, le fait de former des fossiles, est un phénomène rare ou est-ce que c'est un phénomène exceptionnel? Bien, maintenant que vous avez ces questions en tête, n'hésitez pas à repasser cette partie pour pouvoir les noter et y répondre. Je vous laisse regarder la vidéo, je vous dis bon visionnage. À 22 ans, Charles Darwin embarque en tant que naturaliste à bord du Beagle pour un long voyage d'exploration autour du monde. Dans la forêt tropicale, il contemplait plein d'admiration la richesse et la diversité du monde vivant. Oh, cette nature est magnifique. Darwin passe beaucoup de temps à observer les animaux et les plantes. Il annote soigneusement ses observations et collectionne de nombreux spécimens. Comment est-il possible que toutes ces formes de vie existent, si diverses et parfois si semblables? Avant de partir pour ce long voyage, Darwin, prévoyant, s'est constitué une petite bibliothèque scientifique comme source d'information. Il s'y réfère fréquemment pour s'instruire.
Un ouvrage emblématique propose un système de classification de toutes les espèces. Les animaux y sont classés en groupes selon des critères anatomiques. Darwin constate que cette classification n'est pas toujours cohérente. Ainsi, dans la première édition de cet ouvrage, Linné classe les baleines dans le groupe des poissons, alors que dans la 10e édition, les baleines sont classées chez les mammifères. Effectivement, les baleines mères allaitent leurs petits. Et, par ailleurs, contrairement à la plupart des animaux aquatiques, ces géants des océans remontent à la surface de l'eau pour respirer. Après tout, c'est un mammifère, dont la morphologie pisciforme résulte uniquement de son mode de vie aquatique. On dirait presque une main ou une patte. C'est assez rudimentaire, mais malgré tout, cela ressemble fort à des membres inférieurs. Cela pourrait-il indiquer que les ancêtres des baleines vivaient sur Terre ? Passionné par l'histoire naturelle, Darwin s'intéresse de plus en plus aux vestiges que renferme notre Terre. Lors de fouilles en Amérique du Sud, il découvre un nombre important de fossiles. Certains lui sont inconnus et font apparemment partie d'espèces éteintes. D'autres fossiles sont présents dans différentes couches géologiques et ont donc dû exister pendant de longues périodes. En revanche, la plupart des espèces vivantes sont introuvables dans les couches les plus anciennes. Darwin conclut que l'apparition et la disparition d'espèces dans des aires géologiques bien distinctes semblent indiquer que les espèces subissent des transformations au fil du temps. Ces changements peuvent également être observés à l'échelle de notre temps. Effectivement, les éleveurs d'animaux choisissent les individus possédant des caractères désirés et les font se reproduire pour successivement obtenir des animaux adaptés à leur usage. Ainsi, un cheval de labour se distingue visiblement d'un cheval de course. Si cette sélection effectuée par l'homme peut aboutir à des transformations d'espèces domestiques, pourquoi ce principe n'agirait-il pas à l'état naturel ? Mais quels pourraient être les critères de sélection naturelle ? La nature nous donne l'impression d'une abondance inépuisable. Mais au quotidien, chaque individu, quelle qu'en soit l'espèce, lutte en permanence pour son existence. S'il n'y a plus de nourriture, la survie de l'espèce est menacée. Un simple jeu de calcul nous le prouve d'ailleurs. Imaginons un couple d'éléphants. Nous savons que ce couple peut se reproduire à l'âge de 30 ans et avoir 6 petits au long d'une existence estimée à environ 100 ans. Chaque génération de la descendance de ce couple répète ce scénario et aboutira en 750 années à une population de 19 millions d'éléphants vivants. On est loin de ces chiffres. Il est donc évident que de nombreux éléphants disparaissent bien avant leur mort naturelle. Seuls ceux qui possèdent un caractère qui leur procure un avantage, tel qu'atteindre plus facilement la nourriture ou échapper à leurs prédateurs, pourront survivre. Ces variations apparaissent au hasard et la nature sélectionne celles qui sont favorables dans le milieu de vie. Ainsi, au long des générations et sur des longues périodes de temps, une nouvelle espèce, mieux adaptée à son milieu de vie, pourra apparaître. C'est un processus extrêmement lent et les fossiles en témoignent. Malheureusement, les archives géologiques ne sont pas aussi complètes que je le souhaiterais. Mais, il faut le dire, la fossilisation est un processus naturel extrêmement rare. De tous les individus qui ont vécu sur Terre, seul un infime petit nombre d'individus est mort dans les conditions propices à être fossilisés. Encore heureux que nous ayons ces traces qui nous offrent ces indices de l'histoire de la vie sur notre planète. Bien, j'espère que vous avez compris que Charles Darwin, effectivement, est un premier à avancer cette théorie de l'évolution qui s'est appuyée sur des recherches précédentes. Comme tout chercheur, on s'appuie sur ce qu'il y a avant pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Donc vous voyez que c'est ce que nous étudierons la prochaine fois, c'est-à-dire l'évolution de ces fossiles au cours du temps. On verra comment on peut aborder cet élément. Mais avant ça, vous notez à la suite du cours, sautez une ligne en bleu. On peut en conclure que les populations d'êtres vivants sur Terre ont évolué au cours du temps. Point. J'espère que cette notion commence à être claire pour vous. C'est ce que nous allons continuer à étudier la prochaine fois avec une étude du nombre de fossiles en fonction des périodes géologiques, des temps géologiques. Sur ce, je vous dis à bientôt.